Salut à tous, aujourd'hui on interview Gérard Krawczyk, président du jury au festival du film Oralpin de Saint-Bel cette année. Il est notamment connu pour avoir réalisé les films Taxi 2, 3 et 4, mais également plein d'autres films. Alors je vous laisse avec l'interview, on est parti. Merci beaucoup d'être là pour le festival, les 20 ans du festival du film Oralpin à Saint-Bel. Déjà, première question, qu'est-ce que ça fait d'être jury d'un festival comme celui-ci à Saint-Bel et pourquoi ce festival en particulier? Alors, moi je ne connaissais pas du tout le festival et un jour j'ai été faire une masterclass dans une fac à Lyon et j'ai rencontré Jérémy Frenette qui fait partie de cette association et m'a parlé du festival. Donc moi j'aime bien échanger et aller à la rencontre des gens qui viennent voir les films. Puis c'est une région aussi qui est très cinématographique, la région Rhône-Alpes-Auvergne maintenant. Beaucoup. Moi j'ai tourné aussi, parce que c'est quand même un festival particulier dans la mesure où le seul membre du jury, je dirais professionnel entre guillemets, c'est moi. Le reste, ce sont des spectateurs qui sont passionnés. Donc de les écouter, d'échanger avec eux, non, c'est vraiment bien. Et puis il y a du public. Et tant qu'il y aura ça, le cinéma perdurera. Parce que sinon, on sera tout en conserve dans les plateformes et sur les écrans télé. Donc, puis on partage avec des gens qu'on ne connaît pas. Non, c'est chouette, c'est bien. Du coup, on va revenir un petit peu dans le temps. Vous avez commencé par une maîtrise d'économie et gestion publique à l'université Paris-Dauphine. Ouais. Et que après, vous avez fait une formation à l'IDEC, donc maintenant qui est reliée à la... C'est la FEMIS maintenant, ça s'appelle, ouais. Et vous avez fait du coup la section réalisation. Je fais réalisation et prise de vue. Pourquoi ce changement? Pourquoi passer de l'économie à la réalisation? Je voulais faire plaisir à mes parents, parce que mes parents, quand je leur ai dit que je voulais faire du cinéma, ils ont eu peur. Ouais, ils n'étaient pas du tout pour. Donc j'ai fait cette maîtrise et puis après j'ai présenté l'IDEC qui est devenue la FEMIS. Pour la première fois, vous y êtes rentré directement? Non, j'avais présenté l'IDEC tout de suite après le bac, avant de faire des études supérieures et j'ai été recalé. Et donc je l'ai représenté après la maîtrise et là j'ai été pris. Ok, d'accord. Du coup on peut voir au fur et à mesure de toute votre carrière que vous adaptez beaucoup de romans par exemple. On peut parler de Joël et les acteurs, L'été en pente douce, La vie est à nous. Pourquoi ce choix d'adaptation de romans en particulier? Quand on fait son premier film, souvent il y a à peu près deux cas de figure. Il y a celui ou celle qui se met un peu à nu et raconte son histoire extrêmement personnelle. Et moi, j'ai pas eu le cran de ça parce que je me suis dit que mon histoire n'intéresserait personne. J'ai adapté les histoires de romanciers qui me ressemblaient. Du coup, je me retrouvais dans ces histoires, évidemment. Je me sentais plus à l'abri. Vous savez, ça vient d'un truc, c'est que en fait, moi, je viens pas du tout d'une famille d'artistes ou de cinéma ou tout ça. Donc, je me suis senti très longtemps illégitime. J'ai choisi d'avancer comme ça et je le regrette pas du tout parce que j'ai toujours fait les films que je voulais faire, par contre. On m'a proposé des tas de films, d'ailleurs, dont certains ont été des grands succès. Après, le choix, c'était des films que je voulais faire et que j'ai signés de mon nom. Quand je me suis retrouvé aux commandes du premier Taxi, c'est un hasard complet. Le film, c'était pas moi qui devais le faire. Il avait 30 ans, parce qu'il y avait eu... Il y avait eu, c'est-à-dire que le metteur en scène pressenti, Gérard Pires, a eu un accident avant que le film démarre, un accident de cheval, parce que je connaissais Luc Besson, qui aimait bien ce que je faisais, et donc je me suis retrouvé à dire à l'assistant, quand j'ai appris que le film démarrait pas, qu'il était en sinistre, de lui dire, s'il y a besoin d'un coup de main, je suis là. Donc, je me suis retrouvé en 48 heures aux commandes du premier Taxi, donc jusqu'au Taxi 4, et puis Wasabi, Fanfan la Tulipe, enfin voilà, une complicité, non, c'était chouette. Et du coup, on va revenir avec votre rencontre avec Luc Besson. Quelle relation vous entretenez aujourd'hui avec Luc Besson et qu'est-ce qui vous a apporté tout au long de votre carrière? Cette rencontre s'est faite autour de, finalement, L'été en pente douce. Il y a une grande partie de mon équipe qui est partie faire Le Grand Bleu. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Je lui ai proposé certains scénarios, mais il me disait non, écoute, c'est pas ce que j'ai envie de faire, donc voilà. Jusqu'au moment de Taxi 1, on a partagé pendant 9 ans et plusieurs films donc. Et aujourd'hui, je le vois plus quasiment parce qu'il partage sa vie entre la France et les États-Unis. De temps en temps, on s'échange un texto, mais puis il s'est passé du temps aussi. Il y a plein de choses qui se sont passées. Il a fait d'autres films, moi aussi. Donc voilà. J'avais cru voir dans une interview, vous disiez que Taxi 1 avait eu le succès qu'il a rencontré et vous aviez été surpris que Taxi 2 rencontre le double. Ça met pas un peu la pression d'avoir autant de box-office et de se dire waouh? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque,
quand on faisait des 2, ça faisait la moitié des entrées du 1. Et là, effectivement, on a fait le double. Et on a tous été surpris en réalité. Mais vraiment, hein, on a été... Donc oui, il y avait une pression. On sentait les gens, je me souviens d'avant-première au Rex à Paris, où la salle était blindée sur plusieurs séances en avant-première. Où le public, c'était leur film. On n'a jamais voulu les décevoir, et bien évidemment, on a travaillé pour qu'à chaque fois on se renouvelle, ce qui n'est pas facile. Quand on voit cette empreinte tellement forte, non seulement en France, mais dans le monde entier. Quand je faisais les premiers plans de Taxi 1, et là il y avait plein de jeunes voilà, à Marseille. Puis ils venaient me voir, ils me disaient c'est qui les stars, monsieur, c'est qui les vedettes? Et alors, je leur montrais Samina Seri, Marion Cotillard, Fred Diffenthal. Ils me disaient mais c'est pas des stars ça, monsieur, c'est nous. Voilà, pour la première fois, on va parler d'une jeunesse qu'on ne voyait pas de cette manière-là dans les films français. Et vous en pensez quoi de la suite qu'a fait Franck Gastambide? J'ai pas vu la suite, donc je ne peux même pas vous le dire ce que j'en pense parce que j'ai pas vu. Je trouve toujours que c'est une bonne idée de revisiter. On a quand même fait de 1999 à 2007. Je comprends, on a tous vieilli. Je comprends qu'on ait envie de revisiter, mais il faut revisiter quoi. Ce que je regrette un peu, c'est que je l'ai appris par la presse, moi, qu'il y avait un Taxi 5. C'est que personne ne m'a appelé pour me dire voilà, il va y avoir un Taxi 5. Donc ça, j'ai trouvé ça, ouais, je trouvais ça pas terrible, je dois l'avouer. Bon, mais c'est pas très grave, très franchement, il y aura peut-être un Taxi 6, un 7, un 8, voilà. Moi, je suis attaché à Taxi. C'est comme un enfant. Les scénarios que j'ai écrits et dont j'ai fait les films, c'est des enfants biologiques. Et les scénarios que je n'ai pas écrits et que j'ai réalisés, c'est des enfants adoptés. Mais les enfants adoptés, ils ressemblent toujours à leurs parents. Donc oui, moi je suis très attaché au Taxi, très très attaché. Et à tous les films que j'ai faits. Et on a bien vu à travers beaucoup de films, par exemple à travers Fanfan la Tulipe, où il y a eu un casting international avec Penélope Cruz et que vous avez fait l'ouverture hors compétition du 56e Festival de Cannes, qu'avec Wasabi vous êtes parti au Japon. Est-ce que ce qui vous intéresse, c'est à chaque fois des expériences assez différentes? En fait, moi j'aime le cinéma, on ne peut pas tout faire dans le cinéma. Pour moi, il n'y a pas de genre majeur et de genre mineur au cinéma. Il y a des films majeurs et des films mineurs. On ne sait jamais quand on fait un film s'il va être majeur ou mineur parce que les films vieillissent aussi. Et les films, c'est comme les gens. Il y en a qui vieillissent bien, il y en a d'autres qui vieillissent mal. À chaque fois, il y a une vraie promesse de cinéma, une promesse d'émotion, de sentiment. C'est formidable de faire Fanfan la Tulipe parce que d'un seul coup, j'étais confronté à des combats à l'épée. C'est vrai que pour moi, c'était incroyable de faire ça, d'être avec Penélope Cruz, Vincent Pérez, avoir un film en costume. Voilà, mais c'est pas, si vous voulez, une démarche où je voudrais faire un film comme ci, un film comme ça, de tel genre. Non, non, pas du tout. C'est vraiment l'histoire. Et si aujourd'hui vous deviez sélectionner un film parmi tous? Je crois presque que je préfère ceux qui sont les plus fragiles, qui a eu moins de succès comme La vie est à nous, ou L'été en pente douce. Alors après, si vous me demandez est-ce qu'il y a un Taxi que vous préférez, j'adore les scènes d'action dans Taxi 2, je trouve qu'il y a un rythme incroyable. Mais j'adore la comédie dans Taxi 3, ou dans Taxi 4, où ça devient de la pure comédie. En fait, ce que j'aime, c'est les personnages. Donc en fait, tout ce qui sert à les mettre en lumière, si c'est de l'action, bah, c'est pour ça. Mais l'action n'est rien s'il n'y a pas le jeu des acteurs, s'il n'y a pas les relations entre eux, s'il n'y a pas tout ça. Le reste, c'est la cerise sur le gâteau. Mais c'est ce qui fait qu'au cinéma, le film est bien, c'est la cerise sur le gâteau. Et est-ce que vous auriez le souvenir alors du meilleur tournage ou du pire tournage qui s'est passé? Et les tournages, c'est jamais quand même des vacances, quoi. C'est super dur, ouais. Ce que me disait Luc aussi, c'est que le métier de réalisateur, c'est un métier, c'est pas très propre. On met les mains dans le cambouis, quoi, quand même. C'est jamais une vraie partie de plaisir, mais le vrai bonheur, c'est quand le plan que vous avez imaginé, souvent je cadre, donc je suis vraiment le premier spectateur, et à ce moment-là, vous voyez le plan, enfin la scène se construire, et elle est mieux que ce que vous avez imaginé. Alors là, c'est génial. Là, c'est vrai que c'est formidable. Mais des fois, vous vous peinez. Des fois, c'est une question de rythme, de timing. Le dialogue qui avait été prévu, il n'est pas exactement comme il faudrait. Il faut le changer un peu. Tout le monde vient vous poser des questions. Il faut prendre des décisions rapidement. Puis, une fois que vous avez fini votre film, le mercredi à 14h, même maintenant à 10h, vous savez quel va être votre sort, quasiment. Ouais, c'est dur parce que c'est souvent 3-4 ans de travail, voilà. Et puis il y a tous les films que vous n'avez pas réussi à faire, qui sont des films que vous avez dans la tête, qui sont formidables. Moi, je les trouve vachement bien, mais on les verra jamais. Mais bon, ils ont pas eu la chance de sortir comme les autres.
Ouais, ils ont pris la chance de... Voilà, on n'a pas pu les faire, et voilà. Donc, Vous aimeriez faire un jour où vous êtes alors, il y en a plein que j'aimerais faire un jour, mais c'est compliqué ça aussi, hein, l'historique, les planètes s'alignent. Il y a des périodes où parler de certains sujets, ça va pas. Voilà. C'est pour ça que des fois on voit des succès Ouais. qui à la base n'étaient pas du tout prévus. Non, c'est toujours comme ça. C'était le bon moment, Ouais. et que ça a réuni le bon Et public. puis, souvent, c'est parce que c'est quelque chose de singulier. Par exemple, les taxis, personne n'y croyait. Tout le monde avait refusé le film. Tout le monde, des acteurs connus. Et le public, finalement, il a envie de voir des choses, je sais pas, The Artist, ça coche aucune case. C'est un film en noir et blanc, muet, etc. Mais le film est fort. Et du coup, il a rencontré son public. C'est ça un peu le pari que font des producteurs, des réalisateurs. Et que sur les plateformes aujourd'hui, qui sont sorties très très puissantes de la crise sanitaire alors que le cinéma était très affaibli, les plateformes, elles marchent quand même par algorithme. On vous dit, voilà, vous avez aimé ça, vous allez aimer ça, donc regardez. Mais quand il y a eu les impressionnistes, c'était complètement nouveau. Un algorithme n'aurait jamais fait personne n'aurait fait les impressionnistes, ou le cubisme de Picasso. Après, on aime ou on n'aime pas, peu importe. Mais c'est ça qui fait quand même avancer les choses. Enfin, alors il y a une question que je pose à tous les réalisateurs avec qui je suis en interview. C'est quoi pour vous, et elle est assez compliquée à répondre, être un bon réalisateur? moi, je crois qu'être un bon réalisateur, c'est de faire un meilleur film que le scénario. Au résultat, le film est meilleur que le scénario qu'on a lu. Et un bon réalisateur, c'est un réalisateur qui à la fois conjugue la forme et le fond. Et quand il y a les deux, là, il y a la grâce. Et là, il y a véritablement le signe d'un bon réalisateur, d'un auteur, d'un cinéaste, quoi, en fait. Ça, on essaye tous d'aller vers ça. On y parvient quelquefois jamais, quelquefois plusieurs fois. On n'en sait rien, et voilà. Mais c'est ce qu'on essaie de faire. Et que diriez-vous aux gens qui veulent se lancer aujourd'hui dans le cinéma, peut-être du coup devenir réalisateur? Ouais. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tourner. Il faut écrire d'abord. Si on ne se sent pas d'écrire, il faut s'adjoindre à un scénariste, il faut regarder beaucoup de films, voir comment ils sont faits, ce qu'on aime. Et il faut tourner, puisque maintenant on a des outils, et on peut monter chez soi, alors qu'avant on ne pouvait pas. Il fallait avoir une caméra, il fallait la louer, il fallait savoir charger la pellicule, il fallait avoir un compte dans un laboratoire pour faire développer la pellicule. Après, il fallait avoir une table de montage, il fallait louer la table de montage et savoir s'en servir, etc. Tout ça était très compliqué. Aujourd'hui, on peut s'exercer, faire des choses. Donc moi, j'encouragerais à écrire des histoires, court-métrage au départ, à faire jouer des comédiens qui sont un peu dans la même situation que vous, d'aller dans les conservatoires et d'aller voir des gens qui ont envie aussi de devenir acteurs. Donc comme ça, vous allez faire un chemin parallèle. Pareil pour les chefs opérateurs. Et vous allez fédérer une équipe et vous allez commencer à tourner. Le premier sera peut-être pas super, mais vous allez apprendre. Là, vous allez apprendre beaucoup. Vous pouvez diffuser ça sur les réseaux sociaux ou dans les festivals. Et là, vous avez la réaction du public qui est aussi vachement importante. Donc voilà, moi je crois que c'est très ouvert en fait. Ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est pas tant de faire un film, c'est de le montrer. Dans les salles, c'est compliqué. Il faut qu'on trouve un distributeur qui va s'engager dessus. Donc il y a les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, les gens ils likent, ils payent pas. Le vrai truc, c'est de payer pour voir. Je crois que c'est là où c'est compliqué. Mais c'est pas compliqué uniquement pour celui qui démarre. C'est compliqué pour moi aussi. C'est compliqué pour tous les gens que vous allez interviewer, qui font des films et qui en ont fait et qui en feront. C'est le vrai problème et sur lequel beaucoup de gens planchent en ce moment pour éviter qu'il y ait tout un pan du cinéma qui disparaisse. Taxi 2. Le cinéma. Non, j'aime les voitures, les motos, mais le cinéma, oui. Non. Le cinéma et la littérature. Moi, je trouve plutôt comédie. C'est un genre que j'apprécie plus. Non, numérique. Et si on veut vraiment avoir le rendu pellicule, maintenant, il y a des logiciels qui vous le donnent. Donc, je suis vraiment les deux. C'est mes deux jambes. La comédie pour jouer les acteurs, avec les références, et puis tout ce qui concerne l'injustice, l'intolérance, la sensualité. Ah, rien à voir, ouais. Alors, je crois que je suis quand même plus... Oh, j'en sais rien. Je prends pas de céréales. Les céréales sont dans le pain. Je prends pas de céréales à part, ouais. Alors, est-ce qu'il y a des projets encore à l'avenir? Bah oui, il y avait là, mais là il s'est passé des trucs incroyables. C'est que j'avais un gros projet américain sur Paul Watson, qui est celui qui avait quitté Greenpeace pour faire The Sea Shepherd. Et le Covid est arrivé au moment où le casting commençait. Et le truc le pire, c'est que j'ai écrit, ça fait 3 ans, un scénario produit par les Russes, qui se passe entre la France et la Russie, sur 3 époques. L'époque tsariste, l'époque soviétique et aujourd'hui. Et là, il est mort, le film. Il était en financement, il est mort. Donc j'ai écrit un autre film franco-français, là, je termine. J'ai aussi un projet de série. Et ça Donc voilà. La série
Alors la série, j'ai deux sujets. Il y a eu des enfants volés dans les années 90. Des gens ont pris des enfants, des gens pauvres. On les prend pendant un moment pour bien les nourrir, qu'ils soient bien vêtus, etc. Et quand ils avaient les récupérés, on leur a dit mais ils sont morts, il y a une épidémie de coqueluche. Et en fait, ils les avaient vendus entre guillemets à l'adoption à des familles aimantes qui cherchaient à avoir des enfants. Et donc je raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur qui vont aller sur la trace de leurs origines, puisqu'ils vont apprendre à un moment qu'ils sont adoptés. Donc ça c'est un des sujets d'une série. Et j'ai un autre qui est basé aussi sur une histoire vraie, qui est l'histoire d'un homme qui, dans les années 80, était un clandestin de la DGSE. C'est lui qui était chargé d'aller récupérer les otages au Liban et qui était chargé de dézinguer le mec qui avait provoqué ces enlèvements et les attentats de Paris. C'est un personnage incroyable parce qu'il est contre l'injustice, il a les valeurs de la République chevillées au corps. C'est entre Jason Bourne et Homeland, quoi, en fait. Alors ça sera fictionnalisé, bien sûr, mais c'est sur des faits réels, ouais. Qui sont tous les deux actuellement en écriture, du coup. Ouais, donc c'est pas tout de suite à l'instant, mais puis peut-être ça verra jamais le jour, j'en sais rien. Et puis vous savez, il y a des fois qu'on me propose un film et d'un seul coup, et que ça me plaise et que je me l'approprie et que voilà, ça peut aussi arriver, ou pas. En tout cas, on a hâte de voir tout ça. C'est gentil en tout cas. Beaucoup, merci à vous. Merci. Merci encore à Gérard Kravzik pour ce superbe échange et à Jérémy Frenette pour m'avoir accordé cette interview. Retrouvez toute l'actualité du festival du film Oralpin sur leur page Facebook, un festival qui met en avant les films tournés dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et ça fait du bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker ou encore à partager cette vidéo juste en dessous. On se dit à la prochaine, bye.